Saturne 5, donc l'équivalent, donc actuellement c'est SLS, voire l'équivalent aussi c'est le Starship donc de SpaceX. Il en faudrait donc 5 comme ça, grosso modo, avec une charge utile qui pourrait être 100-130 tonnes si vous voulez en orbite basse. C'est énorme, hein. 100-130 tonnes en orbite basse, c'est absolument énorme. Et il en faudrait 5 comme ça pour envoyer tous les éléments donc sur Mars ou en orbite martienne. Donc voilà les enjeux. Bonjour à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série La Prospective, une série de podcasts qui s'intéresse au futur de l'humanité. Aujourd'hui je reçois Jean-Marc Salotti, professeur des universités à l'École nationale supérieure du cognitique, Institut Polytechnique de Bordeaux. Il effectue ses recherches dans le laboratoire de l'intégration du matériau au système, avec un rattachement à l'équipe Octus INRIA, spécialisée en robotique collaborative. Il a publié de nombreux travaux en lien avec les voyages habités vers Mars. Il est membre de l'International Academy of Astronautics et de l'association Planète Mars. Et on va s'intéresser justement à ces travaux sur des missions habitées vers la planète rouge. Si vous aimez nos contenus, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est soit de nous donner une petite revue, ou un j'aime, un petit pouce comme ça, un commentaire, partager nos contenus, nos vidéos et nos podcasts au plus grand nombre, ou alors vous pouvez vous rendre sur Tipeee, nous faire un petit don, ou même aller sur le site The Flares et trouver des documentaires premium et les consommer. Et voilà. Donc, je vous dis tout de suite, sans plus attendre, place au podcast. Bienvenue sur le podcast de Flares. Donc, bonjour, merci Jean-Marc d'avoir accepté mon invitation. On va discuter de vos travaux, notamment sur donc, tout ce qui concerne les voyages sur Mars, les voyages habités. Mais d'abord, j'aimerais savoir sur quoi travaillez-vous en ce moment et quel est votre parcours en général. Bonjour, donc je suis professeur des universités à l'École nationale supérieure de cognitique. Je suis informaticien à la base et je travaille en intelligence artificielle, mais je travaille aussi donc sur les missions habitées vers Mars. J'ai publié un certain nombre d'articles sur le sujet. Je suis membre de l'Académie internationale d'astronautique et membre de l'association Planète Mars. D'accord, donc cette association Planète Mars, en quoi elle consiste exactement ? Eh bien, elle cherche à promouvoir disons l'exploration de Mars au sens large, et les voyages habités vers Mars, justement, évidemment, ils n'ont pas encore eu lieu, mais justement, l'objectif, c'est de promouvoir tout ce qui tourne autour de la promotion des voyages habités vers Mars, en tout cas, que ce soit pour les nouvelles fusées ou de nouveaux lanceurs, mais jusqu'à même aussi des tests qui sont réalisés dans l'Utah, par exemple, en simulation. Donc, toutes les activités qui peuvent aider, je dirais, à aller vers Mars. Et c'est une association internationale ou française ? Alors c'est une bonne question. L'association Planète Mars est une association française, mais c'est le chapitre français de la Mars Society. Donc la Mars Society, c'est la grande association américaine et justement qui veut promouvoir les voyages vers Mars. Nous sommes la partie française, voilà. D'accord. Bon, on va tout de suite entrer dans le détail de cette aventure martienne. Mais avant de parler de comment aller sur Mars, il y a aussi la question de savoir pourquoi on irait sur Mars. Quelles sont les raisons principales d'une mission habitée ? Bon, il y a tout un tas de raisons qu'on peut invoquer. Moi, je voudrais en citer 3. La première raison, à mon sens, c'est la science. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, mais on peut envoyer des robots et pour beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus simple. Je pense que ça, c'est une vision court terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut faire un tout petit peu de géologie sur Mars, c'est mieux d'envoyer des robots, je suis d'accord. Mais si on se projette un tout petit peu sur le long terme, et par exemple, si on pense à l'exobiologie, c'est-à-dire si on envisage qu'il y ait un jour des organismes vivants sur la planète Mars et qui devront s'adapter aux conditions martiennes, c'est-à-dire la gravité 1/3, mais aussi peut-être donc une atmosphère qui serait totalement différente, elle est totalement différente de toute façon, eh bien évidemment, ça serait des recherches totalement différentes de ce qui existe aujourd'hui. Et puis, il faut se projeter sur beaucoup plus loin encore, c'est-à-dire vers le voyage vers Jupiter, vers Saturne, etc. Si on avait une base martienne et avec des fusées qui seraient lancées depuis Mars, donc ça c'est le très long terme, mais si on a que des robots, on n'aura jamais ce très long terme, eh bien on aurait tout un plan de la science en termes d'exploration planétaire, eh bien qui serait bien plus avantagé, je dirais, par des lancements depuis Mars. Donc, Et donc ça c'est le point de vue scientifique, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la raison, je dirais, du rêve, c'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple très simple, c'est Star Wars. Eh bien, l'univers de Star Wars, est-ce qu'il existerait s'il n'y avait pas eu les missions Apollo, par exemple ? Il y en a qui disent qu'effectivement, en tout cas, ça inspire.
Et donc, je dirais que tout ce qui concerne les voyages habités vers Mars, c'est pareil, ça inspire. Et donc, si tout d'un coup on disait, oh ben non, on va arrêter maintenant l'exploration du système solaire habité, on va se contenter de robots, eh bien, c'est un rêve qui est brisé. Et donc là, ça serait tout un tas d'œuvres artistiques qui seraient, les gens n'auraient peut-être plus envie, ou en tout cas seraient très déçus. Donc c'est le rêve, et c'est important le rêve. Hein, et donc tous les artistes, en tout cas, se projettent vers l'avenir, et donc ont besoin d'avoir cette conquête, je dirais, de territoires inconnus. Et la troisième raison, c'est une raison, je dirais, peut-être plus philosophique. Alors, il y en a qui disent, par exemple, qu'il faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire, en fait, déjà, s'il y avait quelque chose de terrible qui arrivait sur Terre et que il y avait une extinction de l'humanité et de la vie même, peut-être, globalement, eh bien, ça serait terminé. Ça serait bien dommage, alors qu'on a la possibilité d'aller ailleurs et, je dirais, d'assurer qu'il y ait une survie des espèces animales, végétales et de l'humanité, donc sur le long terme. Et puis, je dirais, voilà, c'est une question, je dirais, il faut aller plus loin, repousser les limites. C'est une question donc philosophique, repousser tout le temps les limites. Et ce n'est pas en envoyant uniquement des robots sur Mars qu'on repousse vraiment les limites. On pourrait au contraire changer de paradigme, hein, pratiquement, c'est-à-dire, comme dit Elon Musk, hein, dit c'est une espèce multiplanétaire. Donc ça change totalement les choses, évidemment, d'avoir une espèce multiplanétaire plutôt qu'une espèce planétaire. C'est vrai que ça semble être une continuité assez logique de l'évolution de l'humanité à travers l'évolution. Donc c'était d'abord dans une petite zone d'Afrique, on s'est déployé assez rapidement. Il n'y a pas un endroit sur Terre où on ne s'est pas rendu. Et donc l'espace semble être la frontière suivante, quoi. C'est sûr que c'est ça qui fait aussi. Il y a un côté explorer et j'ai envie de dire le futur appartient aux explorateurs, puisque sinon on serait toujours en Afrique. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que, d'après vous, alors à l'heure d'aujourd'hui, donc il y a plusieurs projets de missions habitées, quel acteur semble être le plus probable pour être donc les premiers à se poser sur Mars? Est-ce que donc c'est la NASA, la Chine, il y a SpaceX ou l'Europe même? Alors, difficile de prédire exactement comment ça va se passer. Je dirais que il me semble que la NASA s'oriente actuellement vers un sponsoring de SpaceX. C'est-à-dire que, même si pour l'instant c'est pas le cas de manière très claire, mais par exemple pour le choix des fusées qui vont aller vers la Lune, eh bien SpaceX a été retenu en priorité, alors que c'était pas nécessairement le favori. Donc déjà, il commence à pousser SpaceX. Donc moi, je verrais bien, en tout cas, la NASA pousser SpaceX pour les voyages habités vers Mars dans un proche avenir. La Chine est également en très bonne position. Donc, je dirais qu'ils sont à peu près 50-50. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bien avancés maintenant, les Chinois, que, sachant aussi que les Américains sont tournés vers la Lune pour les prochaines années. Donc, il va y avoir un petit retard. En tout cas, ils ne partent pas tout de suite vers Mars. Et donc, il n'est pas impossible que la Chine et les Américains soient en concurrence directe pour être le premier sur la planète rouge. Bon, après les autres acteurs, je les vois mal. Même une mission internationale, c'est possible. Peut-être que d'ailleurs l'Agence spatiale européenne serait un petit peu impliquée, hein, ne serait-ce que par, disons, le Orion, par exemple, en tout cas une partie un moteur, un système de propulsion, des choses comme ça. Enfin, ça serait à la marge, à mon sens. Et donc, je ne vois pas pour l'instant, en tout cas, être vraiment très investi dans les missions martiennes habitées. Un petit peu, peut-être, en collaboration, mais pas plus que ça. Donc c'est pas impossible qu'on assiste à une nouvelle course à l'espace, un petit peu comme c'était le cas pour la Lune. Tout à fait. C'est très possible. Au contraire, je dirais même de plus en plus, vu qu'il y a des tensions internationales très importantes en ce moment. Donc effectivement, ça pousse de plus en plus à la concurrence, à la compétition. Vous avez mentionné SpaceX, pardon. Que pensez-vous des récents développements des entreprises privées dans l'espace, donc notamment avec les fusées réutilisables, le transport de cargo? Est-ce que ça va vraiment faire partie du futur de l'exploration spatiale? Bon, disons que les voyages vers la Station spatiale internationale n'aident pas beaucoup, je dirais, à préparer les voyages habités vers Mars. Malgré tout, cela aide dans le sens en tout cas, par exemple, pour SpaceX, dans le sens financier, et c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, si l'entreprise est très grosse parce qu'elle a un marché important et qu'elle est habituée à faire tout un tas de choses pour la NASA, par exemple, et bien effectivement, ça lui permet, je dirais, de rester
je restais focalisé, en tout cas investi dans plein de problématiques scientifiques et de technologies dont on a besoin. Et donc, pour ça, je pense que ça permet effectivement de maintenir, je dirais, un investissement important. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense pas que ça aide beaucoup parce que typiquement pour voyager habiter vers Mars, on a besoin, par exemple, d'un atterrisseur, donc de maîtriser l'entrée, la descente et l'atterrissage vers Mars. Ça, c'est pas simple et c'est pas avec les missions vers la Station spatiale internationale qu'on va beaucoup aider. Donc, on a besoin aussi donc d'un habitat interplanétaire bien plus important qu'une petite capsule qui va vers l'ISS. Donc, évidemment, le support vie, le système support vie, disons la maîtrise des systèmes support vie, c'est important pour les voyages vers l'ISS, mais c'est un autre ordre de grandeur pour les voyages habités vers Mars. Donc, évidemment, même les systèmes support vie, d'ailleurs, il faut les repenser. On ne pourra pas évidemment avoir les mêmes technologies. Par exemple, pour l'eau. Pour les voyages habités vers Mars, on pense qu'il faut recycler l'eau de manière très importante pour éviter d'avoir à emporter des dizaines de tonnes d'eau. Pour aller vers la Station spatiale internationale, pas besoin de recyclage du tout. On prend quelques litres d'eau, ça suffit. On a juste quelques jours à tenir. Donc voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur et pas du tout les mêmes technos même. Donc ça aide pas tant que ça. Voilà. Mais par contre, ça aide d'un point de vue investissement financier, toujours avoir donc la possibilité d'avoir des partenariats, d'être dans la course au spatial. C'est-à-dire, en fait, le spatial amène du spatial, tout simplement. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des développements technologiques assez rapides grâce à l'entrée des acteurs sur les fusées réutilisables. Oui, pardon, j'ai peut-être oublié un petit détail quand même, c'est la réutilisation. La réutilisation, quand même, effectivement, permet de réduire les coûts de manière générale. Donc, la réutilisation, c'est quand même important. Alors, pour les voyages habités vers Mars, d'ailleurs, enfin, c'est le principe de SpaceX, en tout cas, la réutilisation maximale de leur vaisseau spatial qui pourrait faire plusieurs allers-retours, même une navette, pratiquement, pour aller vers Mars. Donc, sur le principe, évidemment, cela permettrait de réduire fortement les coûts. Mais cela n'a pas encore été démontré. Donc, il y a, disons, on a bon espoir qu'ils puissent au moins faire l'aller-retour jusqu'à la Station spatiale internationale, ou du moins à l'orbite basse. Donc, ça, c'est largement faisable. En tout cas, les spécialistes sont plutôt d'accord sur le fait que ça pourrait marcher, d'avoir la réutilisation maximale pour l'orbite basse. Par contre, pour aller plus loin, ça reste à démontrer. On n'est pas encore assuré qu'il va pouvoir réutiliser sa navette, quoi. Donc, on va voir comment ça se passe. On espère beaucoup, parce que ça pourrait réduire fortement les coûts, mais c'est pas évident, surtout avec un énorme vaisseau comme il le propose. Donc, là, il y a quand même encore des questions qui se posent sur la faisabilité et la robustesse de tel système. Bon, alors je pense qu'on va rentrer un petit peu les aspects techniques aussi d'une mission habitée sur Mars. Oui. Combien de passagers, par exemple, on peut envoyer pour que ce soit réaliste? Alors voilà une question extrêmement importante en vérité. Et d'ailleurs, bon, je vais revenir un petit peu je dirais aux missions de référence de la NASA de 1997. Oui, ça remonte à 1997 où la NASA se demandait justement quel était le bon nombre d'astronautes à envoyer vers Mars. Et ne sachant trop comment répondre, ils ont délégué la question à des spécialistes de facteurs humains, en fait, et risques humains. Bon. Et donc, ces spécialistes ont essayé d'analyser un petit peu les compétences qui étaient nécessaires pour un voyage vers Mars. Ils ont regardé les risques. Bon, et finalement, ils ont suggéré 6 personnes. Enfin, 5 plus 1. 5 compétences fondamentales, si vous voulez, vraiment assez différentes. Et un 6e qui fait un peu le backup, une personne en secours, quoi, si vous voulez. Donc, 6 personnes. Et depuis ce temps-là, la NASA, donc, est partie sur 6. C'est-à-dire qu'on dit, OK, toutes les missions, enfin, les études de missions, c'était 6 personnes. OK, pourquoi pas. Cependant, donc on suivit tout un tas de missions de référence de la NASA, mais tout aussi compliquées, plus compliquées les unes que les autres, et pratiquement irréalistes. En fait, d'un point de vue organisationnel, budgétaire, c'était vraiment une usine à gaz à chaque fois. Donc ça a été fortement critiqué. Moi-même d'ailleurs j'ai critiqué ce genre d'architecture de mission aussi complexe. Et j'ai beaucoup discuté d'ailleurs avec des spécialistes de facteurs humains et du nombre de personnes d'astronautes qu'il fallait envoyer vers Mars. Alors je ne conteste pas le fait que 5 ou 6 soit un optimum quelque part pour que ce soit bien le mieux possible, on va dire. Mais la question n'est pas là. La question c'est quel est le nombre, je dirais, enfin surtout pour une première mission. Et quand on a une usine à gaz, on peut se demander, tiens, mais est-ce qu'on peut réduire un petit peu?
Eh bien, donc j'ai posé la question des spécialistes et je crois qu'ils avaient convenu que 3 personnes étaient le strict minimum. C'est-à-dire que 6 c'était l'idéal, 3 personnes étaient le strict minimum. C'était d'ailleurs même déconseillé, pratiquement 3 personnes, trop peu. Mais ils disaient, mais bon, par contre, évidemment, si on peut les préparer, s'ils sont sélectionnés, entraînés pour cela, eh bien, c'est faisable. 3 personnes, c'est faisable. Donc voilà. Donc moi, je suis parti sur ce 3, sur un certain nombre de scénarios que j'ai proposés pour aller vers Mars. Et je pense qu'il faudrait commencer petit. Enfin, en tout cas, si SpaceX, avec la grosse navette qu'ils proposent, évidemment, ils arrivent à en envoyer même ne serait-ce que 20 à la fois, ça serait déjà très très bien. Mais voilà, si pour la NASA en tout cas, et vu ce qu'ils proposaient, je me suis dit mais autant faire 3. Et même si on a les moyens, il n'y a qu'à dupliquer la mission, et ça fait 6. Donc voilà, donc plutôt, moi je proposais 3, histoire d'avoir quelque chose vraiment de faisable, beaucoup plus réaliste et simple globalement. Donc, enfin voilà les données du problème. Donc je pense que 3 c'était un peu le minimum, 6 c'est l'optimum. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein, et si on veut faire une première mission, on peut toujours après essayer de faire un peu plus compliqué. Hein, mais 3 semblait en tout cas. Alors pourquoi d'ailleurs 3 ? Il y a 2 choses. En termes de compétences, il y a tout un tas de compétences, hein, parce qu'il faudrait un docteur, il faudrait quelqu'un qui est spécialiste de mécanique, spécialiste de navigation, spécialiste d'électronique, d'informatique, bref, il y a plein de choses. Mais ça, on va dire que les compétences peuvent être acquises par l'entraînement, par la formation. Donc voilà, on peut avec du temps, disons, avoir les personnes qu'il faut, qui pourraient satisfaire à ces besoins-là. Le deuxième point, c'est le point de vue facteur humain. Alors pareil, c'est-à-dire, enfin, pour qu'ils soient bien ensemble, les gens, les astronautes, il faudrait les entraîner ensemble. Il faudrait qu'ils soient. Alors, il y a des critères psychologiques qui vont avec ça. C'est-à-dire que on ne doit pas prendre des gens trop introvertis ou trop extravertis, des gens qui sont capables de travailler en équipe. Hein. Donc tout ça, c'est dans la sélection, c'est dans l'entraînement. Et on le fait déjà pour les astronautes qui vont vers l'ISS. Hein, donc il y a déjà des choses comme ça. Donc ça, évidemment, il faudrait le faire en vue d'une mission martienne. Et un autre point qui est quand même fondamental, parce qu'on pourrait dire alors, pourquoi pas 2. Mais en fait, après, il y a une question donc de ce qu'on appelle la double redondance, qui est un principe un peu général je dirais dans le spatial et même aussi d'ailleurs dans l'aéronautique. Double redondance, c'est-à-dire que si jamais il y avait un pépin pour une personne, eh bien qui reste encore 2 personnes, qui a encore une redondance, si vous voulez, qui reste. Donc, on a vraiment une sécurité quand même assez importante quand on a 3 personnes, grâce à cette double redondance. Donc, c'est un point de vue de risque, si vous voulez. Donc, point de vue gestion de risque, 3 personnes, ça paraît suffisant pour pallier le risque donc d'une grossification, enfin quelqu'un qui serait accidenté, quoi, par exemple. On aura encore 2 astronautes en pleine possession de leurs moyens, donc ça serait quand même sans doute tout à fait suffisant, je dirais, pour gérer les problèmes. Très bien, ok. Et donc, alors, si je me rappelle bien, le voyage, il prend un peu plus de 6 mois, c'est ça ou... Alors ça c'est le truc un petit peu compliqué. Le voyage vers Mars dure, pour les sondes automatiques, les robots, enfin quand on envoie une sonde vers Mars, c'est 8 à 10 mois, mais on ne fait pas trop d'efforts, je dirais, pour accélérer un petit peu le rythme, et on pourrait, avec un petit effort modéré, arriver à 6 mois. Si on veut faire plus court, là par contre, tout d'un coup, si vous voulez, l'effort devient démesuré. C'est-à-dire que après, ça grimpe très très vite. 6 mois, bon, ça paraît faisable. Au-delà, réduire encore plus. Chaque semaine est terrible à gagner, quoi. Si vous voulez, à chaque fois, il faut augmenter de 10% ou 20% la quantité de carburant. Et même à un moment donné, ça devient même infaisable. Et les données astronautiques c'est comme ça. On est limité. À un moment donné, il faudrait plus de carburant que la masse de la fusée, quoi, si vous voulez. Donc à un moment donné, Ouais, c'est l'équation de l'art. L'équation, voilà, exactement. Les équations sont formelles. On est limité. Oui. En chimique, en tout chimique. Après, on pourrait passer à d'autres systèmes de propulsion, mais alors là, après, il faut embarquer un réacteur nucléaire, Donc on peut toujours faire plus rapide, mais il faut un vaisseau encore plus gros, encore plus massif, etc. Ça devient démesuré, ça devient une usine à gaz. Donc voilà. Donc on peut partir sur environ 6 mois de trajet pour l'aller, environ 500 jours sur place pour attendre la bonne configuration planétaire pour le retour, parce que ça c'est un problème qui est extrêmement important.
on ne peut envisager un voyage vers Mars à l'aller que lorsque la Terre et Mars sont positionnés l'une par rapport à l'autre d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, il faut que la Terre soit un petit peu donc derrière Mars, si je puis dire, parce qu'en fait, la Terre tourne un peu plus vite que Mars autour du Soleil. Donc, en démarrant un petit peu derrière Mars, et sachant qu'on va un peu plus vite autour du Soleil, on va la rattraper et on atteint Mars. Il faut qu'on atteigne l'orbite de Mars au moment où Mars passe justement à cet endroit-là. Et donc, on est obligé d'avoir une configuration particulière. Alors, ça se joue à quelques semaines. Hein. On a environ une fenêtre de 15 jours pour partir vers Mars, pas plus que ça. Et c'est la même chose pour le retour. Donc, on est obligé d'attendre 500 jours sur place, que la bonne configuration planétaire revienne et qu'on puisse revenir vers la Terre. Et il faut bien voir que si jamais on essayait de faire autrement, eh bien la quantité de carburant serait phénoménale pour pouvoir faire le trajet. Ou alors, enfin après, il y a les trajets en passant par Vénus, il y a des choses un peu compliquées. Mais bon, ça devient trop compliqué, quoi, franchement. Donc voilà, le plus simple, c'est quand même de faire ça. Et il faut bien comprendre que 90% de la masse de la fusée, c'est du carburant. Hein. Donc, quand on envisage, tiens, on voudrait aller plus vite, là, ça devient 95%, 99%, et après, ça devient 100%. Bien sûr. Donc, voilà les données du problème. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a la question du facteur psychologique qui se pose, à la fois sur le trajet, donc 3 personnes dans un endroit relativement petit, ensuite plus d'1 an sur sur Mars, donc qui était un endroit désolé où c'est très dangereux. Il faut bien s'entendre avec ses compagnons. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu un peu des études de fait là-dessus? Est-ce que 3 personnes s'entendent bien? Oui, bien sûr. Il y a eu peut-être l'étude la plus connue, c'est l'étude de Mars 500 qui s'est passée en Russie, où 6 personnes, je crois qu'ils étaient 6, j'ai un doute maintenant, si c'est pas un peu plus nombreux, non, je crois qu'ils étaient 6. En tout cas, ils étaient enfermés dans une base, vraiment enfermés, hein, c'est une sorte de prison. Dans une petite base qui simulait finalement un grand vaisseau spatial, et 500 jours donc enfermés. Alors évidemment, ils avaient de quoi se nourrir, ils avaient du travail à faire, mais enfin, ils étaient confinés, totalement confinés, et ils ont dû vivre comme ça. Et on a étudié, c'était fait pour l'étude psychologique. Hein, donc, alors ils ont essayé de regarder un petit peu. En plus, il y avait différentes nationalités. Alors bon, on a observé des choses auxquelles on s'attendait, hein, des différences culturelles, par exemple. Quelqu'un un Français qui parle plutôt à table, alors que d'autres étaient à table, on parle pas, on mange. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses. Mais c'est ça les différences culturelles, hein, voilà, des choses comme ça. Après, il y a aussi quelqu'un d'autre, je crois, qui à un moment donné se levait beaucoup plus tard que les autres, donc un décalage. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà, des petites choses qui fait que l'harmonie du groupe est un peu moins bonne, etc. Bon voilà, donc ce sont des petits choses. En tout cas, ça s'est très bien passé. Personne n'est sorti avant. Moi, j'avais peur que quelqu'un sorte bien avant les 500 jours. 500 jours, c'est très très long, hein. Donc, mais ils sont quand même restés 500 jours, et ça s'est finalement assez bien passé. Bon, après, il y a eu d'autres études. Hein. Il y a tout un tas d'études sur le sujet. Hein. Des gens qui sont partis dans les sous-marins, par exemple. Il y a aussi des voyages vers le pôle Nord ou le pôle Sud. Enfin, il y a tout un tas de missions comme ça où les gens étaient très loin de tout. Il y a des missions en Antarctique, hein, qui par exemple, actuellement, à Dumont-d'Urville, donc la base française, il y a des gens qui restent donc 6 à 8 mois, donc isolés. En fait, il y a sans aucun contact. Enfin, si, il y a des contacts peut-être, mais sans aucun bateau ou avion qui vient donc à la base. Donc, ils sont vraiment isolés pendant l'hiver austral, quoi, finalement. Donc, ce sont des conditions assez similaires en termes psychologiques à ce qui se passerait pour Mars. Cela dit, les spécialistes quand même estiment que on n'est pas tout à fait prêt quand même. Hein. C'est-à-dire que si jamais on devait envisager un voyage vers Mars, notamment le fait qu'on soit très loin de la Terre, c'est pas pareil que le pôle Sud, c'est quand même encore pire, quoi. Voir la Terre comme un tout petit point, ça peut faire peur pratiquement. Donc en fait, ils estiment qu'il faudrait tester typiquement lors d'une mission en orbite haute, par exemple, ou en tout cas loin vraiment aussi loin de la Terre qu'on peut en simulation, quoi. Donc, et puis voilà, une durée assez longue et dans des conditions de décalage temporel, parce que là actuellement, par exemple, avec l'ISS, il n'y a pas de décalage temporel. On peut les avoir en visio, quoi, si vous voulez, les gens, les astronautes. Donc là, il s'agirait d'avoir un décalage temporel pendant par exemple 1 an. Donc quelqu'un qui restera en orbite pendant 1 an, mais avec décalage temporel, donc impossibilité de le contacter en visio, uniquement par message en différé.
Donc, est-ce que ça se passerait bien? Donc, faudrait le tester, ça. Et en plus des conditions de vie aussi similaires que possible de celles qu'on aurait pour le voyage vers Mars, ce qui n'est pas le cas de l'ISS. Hein. Il y a par exemple tout ce qui concerne, d'ailleurs une chose anecdotique, mais quand même, le lavage des vêtements. Figurez-vous que dans l'ISS, on ne lave pas les vêtements. Les astronautes embarquent autant de vêtements qu'ils ont besoin pour la durée de leur mission et ne les lavent pas. Alors que pour un voyage vers Mars, ça va durer 3 ans à peu près. Donc il faudrait peut-être donc avoir une machine à laver ou en tout cas le moyen de laver les vêtements et les sécher. Donc, oui, c'est tout bête, mais en tout cas être aussi près que possible de point de vue écologique, hein, que ce soit aussi près que possible d'un voyage vers Mars en termes d'isolement, de nombre de personnes, d'habitat, quoi, finalement. Tester l'habitat, les conditions de vie dans l'habitat, celui qu'on pense avoir pour le voyage vers Mars et non pas l'ISS qui est quand même c'est un grand vaisseau quand même, l'ISS, donc c'est quand même pas tout à fait pareil et puis les conditions donc un peu différentes. C'est 20 minutes de décalage entre Mars et la Terre? Au niveau télécommunication, ce serait ça? 20 minutes à peu près? Alors ça dépend de la configuration planétaire, oui. C'est-à-dire qu'en fait, parce que la Terre et Mars au plus proches sont à 65 millions de kilomètres l'une de l'autre, enfin quand ils sont juste l'une derrière l'autre, et par contre il faut rajouter 300 millions de kilomètres quand elles sont en opposition, enfin de l'autre côté, c'est-à-dire de part et d'autre du Soleil, quoi. D'ailleurs, on peut même pas communiquer d'ailleurs à ce moment-là, puisqu'en fait le Soleil joue aussi en fait empêche de communiquer directement. Mais donc, alors je sais plus le décalage exact, mais enfin ça varie peut-être entre 7 et 20 minutes, quelque chose comme ça. Effectivement, donc c'est très long, c'est très long comme oui, ça empêche de résoudre des problèmes urgents qui nécessitent. Voilà. Ah oui, ils seraient très autonomes. Hein. Obligatoirement, ils seraient très autonomes dans leur prise de décision et la résolution des problèmes. Et par rapport, encore une fois, à ce facteur psychologique sur les différentes études qui ont été faites, est-ce qu'on a une idée du bon ratio homme-femme, par exemple? C'est aussi une question assez compliquée. Il n'y a pas de recommandation particulière, je crois, à ce niveau-là. C'est-à-dire que 3 hommes ou 3 femmes ou même une équipe mixte, ou 6, hein, si on prend 6, en tout cas, peu importe, mais disons, c'est pour dire que des équipages mixtes conviennent également, ou des équipages uniquement féminins ou hommes. Donc a priori c'est pas le problème. Le problème c'est plutôt la sélection des profils psychologiques les plus appropriés, des gens qui soient capables d'avoir un contrôle du stress très important et tout un tas de compétences psychologiques, que ce soit dans le travail en équipe, de leadership éventuellement, l'attention à soi-même, donc des choses qui sont vraiment les compétences comportementales en fait. On appelle ça les compétences comportementales. Et qui sont bien connus, hein, moi j'ai lu un rapport de la NASA à ce sujet où effectivement ils ont tout un tas de critères et de tests à faire. Par exemple, lors d'un entraînement en piscine où on simule les astronautes sont en combinaison spatiale mais qui peut aller sous l'eau en fait dans la piscine justement, et dans la piscine, au fond de la piscine il y a la station spatiale, ou en tout cas une simulation de la station spatiale, donc pour simuler je sais pas un changement de panneau solaire, des choses comme ça. Donc et en même temps, donc, il teste les comportements humains. Il regarde notamment est-ce que l'astronaute communique correctement sur l'avancement de sa tâche. Ça, c'est extrêmement important pour savoir s'il y avait une difficulté qu'il a rencontrée. Est-ce qu'il communique tout de suite? Ah, j'ai une difficulté. Enfin, voilà, c'est important de communiquer sur ces difficultés, sur, tout problème qui peut survenir et dans les échanges avec Mission Control à ce moment-là ou d'autres astronautes. Est-ce qu'ils sont clairs, concis, voilà. Donc tous ces éléments-là sont regardés de près pour dans le processus de sélection et d'entraînement des astronautes. Donc en ce qui concerne l'engin qu'on va envoyer ou les engins, donc quel type de fusée, finalement comment procéder pour envoyer des humains sur Mars? Il y a, j'imagine déjà, s'extraire de la gravité terrestre, c'est très compliqué. Il y a, ce que j'ai vu, SpaceX leur projet pour l'instant, hein, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils envoient donc leur Starship, et il y a en orbite, il y aurait une sorte de station d'essence entre guillemets, enfin refueling, je sais plus comment on dit en français, qui pourrait permettre. Oui, effectivement. Alors SpaceX c'est un peu particulier. Effectivement, ils veulent envoyer plusieurs Starship en orbite. Le premier qui servirait donc de navette pour les astronautes pour aller vers Mars, mais il serait, si on n'en envoie qu'un en orbite basse, eh bien il est vide.
enfin en tout cas pratiquement plus d'essence, enfin de carburant, je dirais plutôt de carburant pour les fusées. Et il faut donc effectivement remplir de nouveau tout le réservoir, le fameux refueling. Et donc, alors on ne sait pas exactement combien, ça reste à déterminer si j'ai bien compris, mais il se pourrait qu'il y ait par exemple 6 ou 7 nouveaux Starship qui eux seraient dédiés au cargo, c'est-à-dire en fait au remplissage des réservoirs en orbite basse. Donc il faudrait uniquement quand on a atteint donc le remplissage total des réservoirs, là on transfère les astronautes dans la navette et là la navette peut aller vers Mars. Donc ça c'est une première idée effectivement. Alors on comprend bien en tout cas que tout de suite il faut beaucoup quand même de lancements de fusées, et s'il faut en envoyer plusieurs comme ça vers l'orbite. Et si on regarde les autres architectures de mission vers Mars, c'est par exemple celle que j'ai proposée ou celle de Zubrin, eh bien c'est un peu similaire. Enfin, il n'y a pas de navette comme ça, mais il y a 4 ou 5 lancements à faire pour amener tout ce qu'il faut amener, donc soit en orbite martienne, soit sur la surface martienne. Alors on peut les recenser un petit peu. Bon, d'abord évidemment il faut un habitat avec les astronautes, donc ça c'est déjà assez lourd. Il faut l'envoyer sur la surface martienne. Alors après, il y a déjà une petite option à déterminer. Est-ce que cet habitat, c'est aussi celui de l'allée du voyage interplanétaire, ou alors est-ce qu'on a un habitat dédié pour le voyage interplanétaire? Bon, là, il y a différentes options, mais en tout cas, il faut en tout cas un habitat interplanétaire. Ça c'est sûr. Il en faut un aussi donc à la surface martienne. Quoi qu'il en soit, s'il y en a un à la surface martienne, quand on remonte en orbite, là, on ne remonte pas avec le gros habitat. En général, on a un petit vaisseau spatial, une petite capsule, quoi, en fait, pour remonter en orbite martienne. Eh bien, il faut la mener, celle-là aussi, depuis la Terre. Donc, en fait, c'est un autre lancement où il faut effectivement amener cette petite capsule qui va remonter en orbite. Mm-hmm. Il faut une autre fusée pour amener la fusée de retour. C'est-à-dire qu'en fait, comment on fait pour revenir? Et là, il faut un système de propulsion, carrément un gros système de propulsion et un habitat pour le retour. Donc là, c'est encore au moins une, voire 2 fusées, parce qu'il faut envoyer l'habitat plus encore un système de propulsion, alors qu'à l'aller, on avait juste besoin d'arriver, et puis après on peut descendre directement à la surface. Là, il faut amener du carburant. Donc en fait, ça va coûter beaucoup en tout cas de masse utile, donc de charge utile, et sans doute une ou 2 fusées supplémentaires. Et puis, si jamais on est un peu ric-rac, je dirais, au niveau de la masse de l'habitat qu'on a amené sur la planète Mars, eh bien, on n'a pas du tout de rover pressurisé, on n'a pas beaucoup d'outils scientifiques. Eh bien, donc, en fait, on pourrait aussi envisager un cargo qui amènerait donc des éléments, enfin voilà, des outils, des véhicules pressurisés, etc. Donc, sur la surface martienne, encore une autre fusée encore à amener sur Mars. Donc, tout compte fait, bon, ça fait peut-être de l'ordre de 5 fusées. Voilà, 5 fusées, 5 lancements lourds. Et quand je dis lancement lourd, ça veut dire que, attention, c'est pas des Ariane, hein, ça serait typiquement des vaisseaux comme Saturne V, hein, si on a une référence par rapport aux missions Apollo. Saturne V, donc l'équivalent, donc actuellement c'est SLS, voire l'équivalent aussi c'est le Starship, donc de SpaceX. Et voilà, il en faudrait donc 5 comme ça, grosso modo, avec une charge utile qui pourrait être donc de 130 tonnes, si vous voulez, en orbite basse. C'est énorme, hein. 130 tonnes en orbite basse, c'est absolument énorme. Et il en faudrait 5 comme ça pour envoyer tous les éléments donc sur Mars ou en orbite martienne. Donc voilà les enjeux. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi pas une seule fusée qui emmènerait tout? Mais en fait, d'abord on saurait peut-être pas trop faire parce qu'il faudrait vraiment une fusée. Là, du coup, 2 fois la Saturne V, un truc vraiment d'enfer. Je sais même pas si ça serait faisable. Parce qu'après, il y aurait des contraintes énormes en termes de matériaux. Enfin, ça devient vraiment très compliqué. Et puis, donc, il y a une question aussi, je dirais, d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, les industriels sont très embêtés quand même, et les agences aussi. S'il n'y avait qu'un seul vaisseau à chaque fois, eh bien, les usines où on concevrait ce genre de vaisseaux, elles fonctionneraient très peu souvent. Alors là, il y a un problème, c'est comme pour Ariane d'ailleurs, hein. On essaie d'avoir, par exemple, 12 missions, enfin 12 lancements annuels, et passer à 20, ça paraît très compliqué. Et si on passe à n'en a que 6, là, il y a une perte. Il y a une perte parce que voilà, on a des cadences, en fait, si vous voulez, à garder. Et donc, en fait, si on en a qu'un tous les 3 ans, ça va pas du tout. La cadence est pas du tout bonne. Il faudrait mieux avoir une cadence la plus régulière possible. Donc ça, c'est très compliqué, mais je sais que pour le SLS, c'était un des enjeux importants.
Et si jamais il n'y a pas de mission martienne actuellement, si vous voulez, en cours, il faudrait d'autres missions vers la Lune ou vers des astéroïdes, ou donc il faudrait, disons, de l'ordre de 2 lancements par an, ça serait bien, quoi, en moyenne, avoir une sorte de moyenne de 2 lancements par an. Donc voilà, le problème des cadences c'est assez compliqué pour essayer de minimiser un petit peu les coûts. C'est aussi pour ça d'ailleurs que du coup le Starship de SpaceX pourrait être intéressant parce que du coup, comme il y a réutilisation, eh bien c'est moins important d'avoir des cadences. Mais enfin, en même temps, il en faudrait quand même un certain nombre des navettes. Voilà, toujours pour ce problème de cadence des industriels à concevoir les vaisseaux. Ouais, c'est sûr qu'il y a un écosystème économique à prendre en compte. Oui, c'est ça. C'est fondamental. Est-ce que toutes ces missions, elles seraient envoyées durant la même fenêtre de lancement ou on enverrait peut-être le cargo 2 ans avant et les astronautes après? Tout à fait. C'est même tout le contraire. Je dirais qu'on a intérêt à envoyer le maximum à l'avance, et en particulier, par exemple, le vaisseau qui va servir à remonter en orbite basse, le vaisseau du retour, quoi, typiquement. Donc la NASA préconise d'ailleurs, c'est pareil, tout à fait cohérent, d'envoyer à la surface de Mars tout de suite tout ce qui permet de faire le retour et de s'assurer même que c'est prêt autant que possible avant même d'envoyer les astronautes. Si jamais il y avait un problème, évidemment, il ne faudrait pas envoyer les astronautes. Comme ça, si c'est prêt à la surface de Mars, eh bien déjà on a une certaine assurance que, c'est pas tout à fait assuré, on ne sait jamais comment va se passer le décollage là-bas, mais si l'atterrissage s'est bien passé, tout est à peu près correctement en place, eh bien donc on pourrait se dire bon, on a minimisé les risques déjà que ça se passe mal pour le retour. Donc on peut envoyer les astronautes. Donc en fait, voilà, envoyer le maximum de choses à l'avance et même si possible, envoyer plus que les astronautes à la fin avec l'habitat, de sorte qu'on puisse minimiser les risques que ça se passe mal. Parce que le pire, ça serait ça, qu'on envoie, mettons tout dans la même fenêtre, et puis que on veut faire atterrir la capsule qui va servir à remonter en orbite, ou même d'ailleurs le rover pressurisé. On va un rover pressurisé aussi à faire atterrir, et puis ça se passe mal. Alors du coup, on n'aurait même pas le rover pressurisé, ou alors on n'aurait pas la capsule de remontée. Donc voilà, c'est une question de minimisation des risques, tout à fait. Il faut envoyer le maximum de choses dans la fenêtre qui précède le lancement du vaisseau habité. Ouais, ça paraît logique. Et donc sur place, donc admettons qu'il y a donc un habitat. Est-ce que la nourriture, elle est aussi, donc on envoie pour 500 jours de nourriture, ou est-ce qu'il y a un moyen de produire sur place? Et pareil pour l'eau. Alors ça, ce sont des questions un peu délicates. Il y a la nourriture, il y a même aussi la quantité de backup. Ça, c'est aussi un problème épineux. Bon, dans le principe, d'abord, en termes d'efficacité, l'eau, c'est un point clé. Il faut la recycler parce que là, on parle. Enfin, les besoins, c'est de l'ordre de, je crois que c'est une vingtaine de litres par jour, par personne. En tout cas, si on veut faire ça ou en étant, on va dire, on peut sans doute faire moins, mais disons, c'est ce qu'on consomme nous, typiquement un usage en ville, une vingtaine de litres par personne et par jour. Bon, 20 fois 1000 jours et fois 5 ou 6 personnes, tout de suite, ça fait des tonnes et des tonnes. Donc, il faut recycler au maximum. Donc, ça, c'est un premier point. Ça, c'est pour l'eau. Alors, j'ai dit qu'il faut recycler, mais il faut s'assurer que le recyclage va tout le temps fonctionner. Donc, il y a un backup, sans doute. On va quand même prendre une certaine quantité d'eau au cas où ça se passerait mal, tout en ayant un backup. Et puis, le système de recyclage, il faut qu'on ait tous les outils pour le réparer. Donc, ça, c'est un point, un peu fondamental. Mais bon, ok. Donc, admettons. Concernant la nourriture, je pense que la NASA actuellement est dans une stratégie. On envoie autant de nourriture déshydratée et en tout cas pour toute la mission. De sorte que ça va pas dire qu'on n'aura pas des produits frais, mais et donc une petite serre où on va peut-être avoir quelques légumes qui vont pousser, des choses comme ça. Mais si jamais ça se passait mal pour une raison ou pour une autre, on est assuré d'avoir suffisamment à manger pour toute la mission. Donc c'est un point important. Et notamment, il y a un point assez délicat. Si jamais pour une raison ou pour une autre, on devait abandonner la mission alors qu'on n'a même pas encore atterri, eh bien, la NASA a dit, attention, donc il faut envisager ce cas, on ne sait jamais, c'est-à-dire, on arrive en orbite martienne, et puis on décide qu'on va pas atterrir. Bon, quelle que soit la raison, le vaisseau, il y a un problème, bon, ok, on n'atterrit pas. Eh bien, il faut avoir toute la nourriture possible, toute la nourriture nécessaire au voyage, retour, il doit rester en orbite, peut-être, en attendant d'ailleurs, en tout cas, voilà. Donc, le problème est posé comme ça. Et donc, voilà, il faut vraiment toute la nourriture de backup, de secours, pour, au cas où on n'atterrirait pas.
Et sur place, donc en tout cas, et même peut-être d'ailleurs aussi même dans le voyage, on peut avoir une petite serre. Alors bon, c'est selon les besoins et selon la masse qu'on a. Mais enfin, en général, ça pèse pas beaucoup quand même une serre. Enfin, il y a la terre peut-être pèse un petit peu, mais souvent après ce sont les graines. Bon, les graines, c'est vraiment ça pèse rien. Ouais. Donc oui, il est envisagé d'avoir au moins quelques petits mètres carrés. On n'aura pas la serre qui va alimenter en totalité les astronautes, ça c'est sûr. Mais une petite serre pour avoir quelques légumes, quelques fruits, peut-être frais pendant la mission, eh bien, ça serait même psychologiquement d'ailleurs, ça serait un plus. Donc oui, on envisage d'avoir un petit peu de nourriture comme ça, voilà, tout en pouvant s'en passer, quoi. Voilà, c'est une question de sécurité. Il y a plein de problèmes qui peuvent survenir d'ailleurs. Hein, le système d'éclairage de la serre, si ça tombe en panne, enfin, il y a mille et une raisons pour lesquelles, enfin, qui pourraient faire que les plantes ne pourraient pas bien pousser, etc. En plus, ça a besoin d'eau aussi, donc l'eau c'est un élément aussi un peu clé quoi pour la mission, donc on veut pas trop l'exploiter. Je voulais rajouter une petite chose. On pourrait exploiter l'eau qui proviendrait de la glace martienne. C'est possible, mais c'est pas nécessairement facile. En tout cas, il y en a qui le proposent, hein, parce que ça pourrait être une économie également, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, enfin il y a de la glace, pas de l'eau liquide, hein, mais il y a de la glace d'eau dans le sous-sol martien. Donc on pourrait en extraire un petit peu et du coup alléger un petit peu la mission en termes d'eau. Donc c'est faisable, mais là encore, la NASA est plutôt réticente et ne souhaite pas, enfin en tout cas, c'est à discuter peut-être, hein, mais ne souhaite pas que ce soit nominal. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on embarquerait pas totalement, pas complètement toute l'eau qu'il faudrait, et en disant on va en prendre sur place. Voilà, c'est plutôt, on va prendre tout ce qu'il faut pour être autonome. Et puis bon, si on veut un peu plus d'eau, pourquoi pas, on pourra aller en extraire, mais voilà, c'est pas on puisse encore une fois qu'on puisse s'en passer. C'est une question de, vous voyez, parce qu'à force, il faut limiter les risques. Hein. Donc si on accumule les besoins et les dépendances, ça devient un petit peu. C'est surtout pour la première mission, c'est important de minimiser les risques parce qu'on ne sait pas justement si on peut récolter de l'eau efficacement et tout ça. Alors à la limite, peut-être qu'après 20 ans d'expérience, on pourra se permettre d'être plus laxiste là-dessus. Est-ce que aussi on peut faire du carburant sur place avec peut-être l'eau? Ah oui, je n'ai pas parlé effectivement, mais ça c'est même non seulement c'est important, mais c'est même envisagé dès le départ et tout le monde le fait. C'est-à-dire la NASA, Zubrin, la NASA, même dans les propositions de mission et encore plus SpaceX, ils envisagent donc de produire du carburant sur place parce que les données du problème sont assez simples. Si on ne le fait pas, il faudrait faire atterrir donc une capsule capable de remonter en orbite, mais avec tout le carburant déjà prêt, et ça pèserait, je sais plus combien, mais enfin c'est de l'ordre par exemple de 50 tonnes, et 50 tonnes à faire atterrir, en orbite basse ça fait en orbite martienne ça fait de l'ordre de 100 tonnes, enfin bref ça fait un vaisseau, mais du coup qui serait démesuré, donc c'est vraiment très compliqué de faire ça, très très compliqué. Et donc en fait la solution c'est de produire le carburant sur place, effectivement. Alors de quelle manière? Là, il y a plusieurs écoles, mais en gros, avec un système de propulsion qui fonctionnerait au méthane liquide, oxygène liquide, donc il fonctionne bien. D'ailleurs, c'est la base du système de propulsion des moteurs de SpaceX. Donc il faudrait soit produire du méthane ou, je dirais, de l'oxygène. Or, c'est l'oxygène qui pèse le plus en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a une quantité d'oxygène bien plus importante que de méthane, en termes de masse, en tout cas. Donc, si on arrive à produire de l'oxygène sur place, eh bien, il y a un gain énorme. Et donc, c'est ce que propose la NASA, enfin, c'est ce que tout le monde propose, pratiquement, au moins à faire ça pour l'oxygène. Alors, comment? Eh bien, il y a de CO2, il y a du gaz carbonique, donc, dans l'atmosphère martienne. Alors, même si c'est une atmosphère ténue, mais il y a quand même du gaz carbonique. Donc l'idée c'est d'avoir une petite usine chimique qui serait qui serait quand même finalement si vous voulez mettons que ça fasse 2 tonnes si vous voulez tout compris, allez mettons même 5 tonnes, c'est pas ça rentrerait en tenant compte aussi d'ailleurs du système quand même de production électrique. On pourrait donc avoir donc un compresseur déjà qui récupérerait le CO2 de l'atmosphère martienne, qui compresserait donc déjà d'une part, et après on sait en fait extraire l'oxygène avec des réactions chimiques si vous voulez, pour récupérer l'oxygène et le stocker du coup après dans les réservoirs
de la capsule qui va remonter en orbite. Donc en fait, si tout l'oxygène est produit comme ça, eh bien on économiserait de l'ordre de, je sais plus, une quinzaine de tonnes de carburant, et ça devient très important, une quinzaine de tonnes à d'économiser, notamment pour l'atterrissage, quoi, parce qu'en fait ça se répercute après, si vous voulez, c'est d'abord pour l'atterrisseur qui vient d'orbite martienne, mais aussi depuis la Terre, évidemment, le lancement, etc. Donc il y a des gains énormes. Donc d'une part il y a ça. Et quant à SpaceX, alors enfin ça c'est la NASA, uniquement l'oxygène c'est déjà pas mal. Mais SpaceX pense qu'il pourrait aussi produire le méthane, c'est-à-dire qu'en fait pour le méthane il faut alors CH4 donc évidemment, donc c'est-à-dire à la fois du carbone et de l'hydrogène. Où est-ce qu'on irait les chercher? Le carbone, ce serait le carbone du CO2 de l'atmosphère, et quant à l'hydrogène, eh bien ce serait celui de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait extraire de la glace d'eau de la surface martienne, et donc on ferait ce qu'il faut pour d'ailleurs c'est assez simple, hein, l'électrolyse de l'eau. Enfin d'abord on chauffe pour obtenir de l'eau liquide, et après on transforme en H2 et O2 qui sont par électrolyse, hein, tout simplement. Donc voilà, le H2 qu'on pourrait recombiner avec le carbone, ça fait avec la réaction de Sabatier, il y a des choses qui sont connues là-dessus. On peut donc obtenir du méthane et puis de l'oxygène. Enfin bref, voilà, méthane et oxygène peuvent être obtenus comme ça. Alors ça nécessite en tout cas d'aller chercher quand même de la glace d'eau. Donc ça c'est pas non plus simple à faire. Mais en tout cas c'est envisageable, et c'est ce que propose SpaceX, en tout cas dans leurs études préliminaires. On verra bien comment ça se passe après. Hein. Oui. Enfin voilà, en tout cas tout ça c'est pour dire que c'est l'idée de base. Dans tous les scénarios, il y a au moins l'oxygène dont on pense qu'il est tout à fait possible de l'extraire du gaz carbonique martien, et de gagner comme ça des tonnes et des tonnes, et de simplifier quand même grandement la mission. Tout le monde le propose, ça. Pour clore un petit peu tous ces aspects techniques, les effets sur la santé aussi, forcément des humains en faible gravité, il y a aussi les dangers de l'espace, les radiations cosmiques. Alors prenons les choses l'une après l'autre. Ouais. D'abord, concernant la gravité, c'est un problème très compliqué, parce qu'effectivement, on voit bien à l'arrivée des astronautes qui ont séjourné 6 mois dans la station spatiale internationale, ils arrivent et bon, ils sont pas tout à fait en état, on va dire, de faire beaucoup de choses. Ils sont fragilisés, en fait, tout simplement, à cause de plein de choses qui se passent quand on est en apesanteur, donc perte musculaire, perte osseuse, problème au niveau sanguin, bref, donc c'est quand même compliqué. Donc il y a plusieurs pistes, mais en gros, pour l'instant, celle que j'ai retenue personnellement, même s'il y a plusieurs options, mais en tout cas l'option qui me semble la plus raisonnable, c'est carrément d'embarquer une petite centrifugeuse. C'est l'Agence spatiale européenne qui propose ça, mais ça me paraît une très bonne idée. Une petite centrifugeuse embarquée donc dans le vaisseau, et qui doit être utilisée de manière régulière. Alors, on ne sait pas encore typiquement justement combien de fois il faudrait l'utiliser par jour, combien de temps. Ça, c'est typiquement un truc à tester d'ailleurs. Important de tester avant d'aller vers Mars. Mais en tout cas, on pense qu'avec une petite centrifugeuse, et puis des exercices physiques, hein, évidemment, exercices physiques et centrifugeuse, eh bien, ça permettrait normalement de supprimer pratiquement la totalité. En tout cas, on l'espère. Ça reste à mesurer et tout ça, mais on espère que ça devrait supprimer pratiquement tous les effets donc de la microgravité. Enfin, les autres options, c'est faire tourner deux modules l'un autour de l'autre pour avoir une force centrifuge permanente lors du voyage vers Mars. Bon, mais c'est compliqué. Faire tourner deux modules l'un autour de l'autre, c'est compliqué. Bon, enfin, c'est une option quand même aussi. Donc, autre grand problème, ce sont les radiations, bien sûr. Donc, les radiations, alors à l'heure actuelle, on est aux limites. C'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas bien si on serait en dessous ou au-dessus des limites de ce qui est tolérable. Je vais dire ça comme ça, plutôt d'abord. Qui est tolérable par l'organisme humain. Alors, tolérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, il n'y aurait pas de mort. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit des radiations lors du voyage vers Mars, il craint pas la mort par irradiation. Il craint simplement une augmentation du taux, une augmentation de la probabilité d'avoir un cancer, qu'un cancer se développerait quelques années plus tard. Donc même pas lors du voyage vers Mars. Hein. Donc en fait, le risque, si vous voulez, c'est, alors je sais plus, mais en tout cas, ça serait d'augmenter de 3 à 4%, quelque chose comme ça, le risque de cancer, mais qui serait observé seulement 10 ans, 20 ans plus tard. Oui. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains spécialistes qu'il suffit d'envoyer donc des personnes âgées
s'ils ont 60 ans, leur espérance de vie ne sera pas beaucoup entamée, parce que de toute façon, le cancer, ils l'auront après leur mort. Ouais, Je sais pas si je suis clair. Enfin, non, mais c'est vrai, on en est là. Enfin bon, c'est un peu absurde comme raisonnement, bien entendu. Mais en tout cas, il faut bien voir que les astronautes qu'on sélectionnerait pour un tel voyage seraient déjà en très bonne santé, et ils fumeraient pas, ils ne boiraient pas, et seraient déjà, je dirais, dans la partie de la population la moins à risque pour avoir un cancer quelques années plus tard. Donc, in fine, le fait d'augmenter de 3%, je crois que du coup, il serait toujours peut-être inférieur à la moyenne concernant le risque d'attraper un cancer quelques années plus tard, parce que vu qu'il serait déjà sélectionné, si vous voulez. Donc voilà, c'est pour donner une bonne idée je dirais, des risques. Donc il y a un risque, mais c'est pas du 100%, c'est juste un risque d'augmenter. Et en plus, je sais pas si vous avez peut-être regardé les dernières recherches sur le cancer, si on le détecte de manière précoce, déjà on le soigne beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Donc on pourrait déjà essayer d'avoir une détection précoce le plus tôt possible, évidemment, pour les astronautes qui seraient de retour de voyage vers Mars, d'une part. Et il y a même maintenant des pistes alors de soins ou il y a des aliments qui permettent apparemment de réduire la probabilité de mutation des cellules qui deviendraient cancéreuses. Donc, bref, en tout cas, il y a différentes solutions, je dirais, qui arrivent actuellement, et donc qui permettent d'espérer qu'on va réduire encore plus les risques relativement au cancer. Voilà. Enfin, voilà. Encore une fois, cela n'empêche pas la mission. Il n'y a encore aucun risque de mort par irradiation. Alors, il y a quand même aussi ça c'est notamment pour les radiations qui viennent des ions lourds galactiques. Il y a quand même aussi les tempêtes solaires qui envoient des protons, des flux de protons très importants, qui eux ces flux sont assez importants, assez risqués si les astronautes ne se protégeaient pas. Mais pour le coup, là, on peut s'en protéger un petit peu, avec typiquement, par exemple, en mettant des parois d'eau, c'est-à-dire en fait, si on mettait de l'eau dans les parois, 20 cm d'eau si on se protégeait derrière 20 cm d'eau, ça serait déjà un risque quasiment éliminé pour ce qui concerne les flux de protons qui viennent des éruptions solaires. Donc, enfin voilà. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a des solutions et les risques donc existent. Hein, c'est pas à négliger. Mm-hmm. Mais c'est pas ça qui va empêcher, en tout cas normalement, d'aller vers Mars. Si on veut vraiment y aller, on y va. Et que ce soit en connaissance de cause aussi. Hein, c'est-à-dire qu'un astronaute, on va lui dire bon, voilà, tu vas augmenter tes probabilités d'avoir le cancer de 3%. Tu pars pas. Bon ben c'est tout. Hein. Donc en fait, si en connaissance de cause, bon, je ne doute pas qu'il y ait plein de gens qui j'y vais quand même. Voilà. Donc et sur place aussi, on peut aussi se protéger un petit peu si avec du régolithe. Enfin ça c'est pour les bases martiennes. On peut s'en protéger un petit peu avec des protections de régolithe, donc de roches martiennes, par exemple. Oui, parce que je vois souvent des concept art un petit peu comme ça sur des bases martiennes et même lunaires qui seraient finalement creusées sous la surface, entre guillemets, ou dans des tubes de lave, anciennement de lave martienne. Et donc, si jamais on essaie d'estimer un petit peu voilà, la première mission, il y a souvent des dates, c'est horizon 2030, fin 2030 peut-être, de la décennie 2030. Alors, en 1997, on pronostiquait 2015-2020. Ouais. C'est souvent toujours 15-20 ans plus tard. Mais en fait, c'était surtout une décision politique. Voilà. Mais si on reste toujours, je vais envoyer 50 astronautes à la fois, ou mettons 6 si avec le SLS, et si la NASA continue sur ses usines à gaz, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, enfin voilà, de manière générale, à partir du moment où la décision est prise d'y aller et qu'on y met les moyens, il faut environ une quinzaine d'années, je pense, de préparation pour poser le pied sur face martienne. Donc voilà, faut compter. Donc je sais pas si c'est pris dans 2 ans, 2024. Donc ça fait 2040, hein, quand même déjà maintenant. Ça fait. Je pense que là, on est plus. Enfin, bon après, SpaceX peut-être aller plus vite, je ne sais pas, parce qu'ils sont toujours un peu plus efficaces peut-être, mais enfin globalement quand même, je pense que là on est plus. C'est au moins 2035 là, au moins 2035. Moi, je suis pas assuré en plus qu'il n'y ait pas des problèmes avec évidemment. Encore une fois, l'entrée, descente et atterrissage, ça n'a pas été testé.
je serais pas étonné que SpaceX revienne même carrément totalement sur son concept. Alors pas de navette globalement, mais enfin à voir comment ils font. Mais il y a plein de choses qui peuvent changer, hein, donc on ne sait jamais. 2040 me semble peut-être plus probable, je pense, pour une mission martienne. Bon, 2035 si on est vraiment optimiste. Mais en plus il y a des tests. Hein, je vous ai dit, faudrait faire des tests en orbite basse aussi de longue durée. Faudrait aussi une mission. Pardon, j'avais aussi à un moment donné, je m'étais intéressé à la roadmap et quelles étaient les missions essentielles à faire avant. Et à part la mission donc de longue durée en orbite pour tester les astronautes, il y aurait aussi, je pense, une mission à échelle 1. Enfin, oui, une mission à échelle 1 d'un cargo. C'est-à-dire un cargo qui serait de la même taille, la même masse, tout pareil, je dirais, que le vaisseau habité, mais personne à bord, et qu'on enverrait vers Mars, atterrir, et pour tester que ça marche bien, quoi. Oui. On va pas envoyer des astronautes au premier coup, alors on n'a encore jamais atterri, on va voir si ça se passe bien. Non. Il faut d'abord, je pense, envoyer un vaisseau cargo, il y a une personne à bord, peut-être en profiter pour faire une mission de retour d'échantillon. Donc, mais voilà, une mission à cargo avec personne à bord pour tester en tout cas l'atterrissage. Bon, je pense que SpaceX, c'est ce qu'ils vont faire de toute façon, hein. Ils vont bien tester ça avant d'envoyer les astronautes. Bon, si ça se passe bien, ok, après on peut peut-être envoyer des astronautes. Mais donc tout ça, je pense plutôt vers 2000, pas avant 2035 en tout cas, je pense, et peut-être plus probablement vers 2040. Ok. Parce que je pense qu'il y a aussi une priorité en ce moment de la part de la NASA, c'est les missions Artemis, retourner sur la Lune, créer des avant-postes. Voilà, tout à fait. Donc ça va prendre 2 ou 3 ans, ça minimum. D'ailleurs, est-ce que la Lune, c'est une étape importante pour aller sur Mars après? Parce que, déjà, parce que la gravité lunaire est plus faible, donc ça permet d'économiser quand même du carburant. Donc. A priori, la Lune ne sert à rien. Enfin, en tout cas, en termes de base intermédiaire. C'est-à-dire que il faut bien voir la Lune comme un puits gravitationnel. C'est-à-dire la Terre est un puits gravitationnel. La Lune est un puits gravitationnel. C'est un puits, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on va dans le puits, il faut descendre, c'est compliqué, il faut remonter après. Donc en fait, pour aller vers Mars, quand on sort du puits gravitationnel de la Terre, c'est dommage d'aller dans un autre puits pour aller vers Mars. Sachant que, d'ailleurs, les lois de la mécanique orbitale sont ainsi faites que quand on sort du système, enfin quand on sort de l'attraction terrestre, eh bien ça y est, on a fait 90% du boulot pour aller vers Mars. Hein. Donc c'est pour ça, c'est un peu bête, je dirais, d'aller vers la Lune où on va perdre un peu de carburant et il faudra en reperdre pour repartir de la Lune. Ça c'est un premier point. Et deuxième point, eh bien la Lune ne ressemble pas du tout à Mars. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une vision de terrestre, hein, si je puis dire. La Lune c'est la gravité à 1/6, la Mars c'est gravité à 1/3. C'est pas tout à fait la même composition géologique parce que il y a 1 milliard d'années, il y avait un peu d'activité géologique à la surface de Mars, donc c'est pas du tout il y a aussi une atmosphère à la surface de Mars, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Donc même pour l'entraînement, on peut se poser des questions. Tant qu'à se faire ça en simulation, faisons ça en simulation sur Terre. A priori, je suis pas sûr que ça serve beaucoup de faire ça en simulation sur la Lune parce que c'est pas les mêmes environnements. Bon, en même temps, c'est sûr que ça serait quand même un environnement extraterrestre. Donc donc des conditions, on va dire très extrêmes, quoi. Oui. Enfin, voilà, faut faire attention à qualifier des choses pour la Lune qui en vérité seraient pas tout à fait qualifiées peut-être pour Mars parce que ce serait pas le même environnement. Donc voilà, pour les véhicules, ça serait pas la même gravité, donc c'est pas tout à fait les mêmes. La combinaison, faut qu'elle résiste à la poussière qui est beaucoup plus présente peut-être sur Mars. Enfin, c'est pas la même que celle de la Lune. Enfin bref, il y a plein de choses qui seraient pas tout à fait pareilles. Bref, en tout cas, a priori, ça sert à rien d'aller sur la Lune, ou en tout cas, si, ça peut servir un peu pour se préparer, je dirais, bon, globalement, mais pas comme base intermédiaire. Ça, par contre, ça fait pas trop de sens parce qu'il n'y a pas de ressources intéressantes sur la Lune à exploiter pour. Enfin, il y en a qui parlent d'exploiter peut-être de la glace. Bon, enfin, en tout cas, si on descend sur la Lune, déjà, on a pratiquement consommé autant de carburant que pour aller vers Mars. Donc ça n'a pas trop de sens parce que faut voir aussi qu'à Mars, on peut exploiter l'atmosphère martienne pour se freiner. Donc on peut économiser du carburant dans le freinage atmosphérique. On se sert de l'atmosphère pour freiner au lieu d'avoir des rétrofusées. Alors que pour la Lune, il faut les rétrofusées. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est presque équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, aller vers un atterrissage sur Mars ou un atterrissage sur la Lune, bon,
en vérité, ça coûterait un peu plus, enfin, ça serait un peu plus massif donc pour le voyage vers Mars, mais surtout parce qu'en fait, il faudrait avoir toute la nourriture, l'eau, tout ça pour le voyage qui est long. Si on devait avoir la même longueur de trajet pour aller vers la Lune, ce serait pratiquement équivalent en termes de masse à embarquer. Donc, ouais, ça serait assez voisin en tout cas. Donc voilà, bon, en tout cas voilà. Donc c'est pas a priori la Lune ne peut pas servir de base, en tout cas d'un point de vue astronautique, ça n'est pas justifié. Ok, bon, c'est vrai que c'est bon à préciser parce que j'ai déjà entendu ces arguments et pour moi la Lune, c'est vrai que ça me permettrait de faire plus des expériences scientifiques, d'avoir un observatoire sur la fâche cachée, peut-être ça peut avoir un intérêt, mais pas vraiment pour préparer la mission sur Mars. Vous avez aussi écrit un article, enfin en plus de vos articles et travaux académiques, vous avez écrit un roman de science-fiction, il me semble. De quoi ça parle? Est-ce que ça parle de Mars? Oui, oui, effectivement. Alors, c'est la art de science-fiction, c'est-à-dire j'ai essayé de faire de la science-fiction autant aussi réaliste que possible. Et bien justement, ça s'appelle Genèse martienne, et ça raconte le premier voyage habité vers Mars. Donc justement, c'est ce qu'on est en train de discuter. Et j'ai essayé de faire ça de manière aussi réaliste que possible. Pratiquement tous les éléments dont on a parlé, j'en parle d'ailleurs. J'ai même d'ailleurs des planches à chaque début de chapitre. J'ai des planches un peu techniques où j'essaie d'introduire quelques éléments techniques. Donc c'est presque, enfin c'est un bouquin de science-fiction. Ça raconte une histoire. Hein, il arrive des choses, notamment sur Mars. Ça se passe pas nécessairement toujours très très bien, mais je vais pas raconter les choses. Mais en tout cas, j'ai essayé quand même d'avoir des choses aussi réalistes que possible. Et ça participe, je dirais, d'un peu de vulgarisation scientifique. Voilà. Ok, bon, je mettrai le lien. Et je suis en train d'écrire le tome 2, d'ailleurs. J'écris le tome 2 à l'heure actuelle où j'essaie de raconter, par contre, là, la première base martienne. Donc là, ça va, j'espère aussi le sortir peut-être l'année prochaine. Première base martienne, en m'inspirant d'ailleurs des travaux aussi d'Asimov, un grand de la science-fiction. Bon, je raconte pas plus. On verra bien si mon livre sort un jour ou l'autre. Très bien. Bon, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et pour finir, on a aussi, un sujet intéressant, c'est sur donc les risques d'extinction liés aux géocroiseurs que vous avez un petit peu aussi étudié. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, les risques d'extinction d'humanité. Alors, un petit peu regarder plus les risques anthropogéniques qui viennent des technologies, mais les risques naturels, ils sont toujours aussi, voilà, on demandait aux dinosaures, ils savent ce que c'est. Donc, à quel point ce risque est-il sérieux, disons d'ici la fin du siècle? Et quel est le stade de notre détection en fait? Oui, en fait, je me suis intéressé à ce problème d'extinction de l'humanité suite à la chute d'un astéroïde ou d'une comète. Eh bien, d'ailleurs, c'est en lien avec la première question que vous avez posée sur pourquoi faut-il aller sur Mars, et notamment la question de quel est le risque effectivement de disparition. Et bizarrement, donc en lisant la littérature sur le sujet, eh bien, il n'y avait aucun chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a beaucoup d'études sur les risques d'astéroïdes, mais aucune étude détaillée, approfondie sur le risque d'extinction, quelle est la taille d'ailleurs de l'astéroïde, et le risque d'extinction de l'humanité suite à la chute d'un tel astéroïde. Mmh. Du coup, j'ai étudié ce problème-là. J'ai fait pratiquement 2 ans d'études sur le sujet, et j'ai publié dernièrement, c'était au mois de mars, c'est pas si longtemps, un article sur le sujet. Donc en fait, en gros, on va dire les choses un peu de manière assez simple, il y a 2 catégories de risques. Le premier, c'est celui de gros astéroïdes. Alors il en existe beaucoup, des gros astéroïdes dans le système solaire. Certains sont connus, beaucoup sont connus déjà, on va dire, alors certains sont entre Mars et Jupiter, dans la ceinture d'astéroïdes, donc ils sont bien connus. D'autres orbitent autour de Jupiter. Sont pas orbités autour de Jupiter, ça serait les satellites de Jupiter. Enfin, ils sont liés mécaniquement à Jupiter. D'autres sont plus loin, des centaures. On appelle ça la catégorie des centaures. Donc, bon, en tout cas, toute cette catégorie-là, quand ils sont connus, leur trajectoire est connue, ils sont étudiés de près, suivis de près, et pour l'instant, aucun d'entre eux n'est sur une trajectoire même proche de la Terre, donc il n'y a vraiment aucun risque actuel. Cependant, il y a des dérives, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des dérives. Des fois, il y en a certains qui se rapprochent de Jupiter, du coup, ils sont fortement déviés, il faut recalculer les risques. Donc,
c'est de ça dont on a peur, hein, le plus, hein, c'est qu'il soit dévié au fur et à mesure par les grandes planètes, hein, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune peuvent dévier les astéroïdes et du coup, certains pourraient se rapprocher. Mais donc, globalement, quand ils sont suivis, quand on les connaît, et même ceux il y en a beaucoup aussi qu'on ne connaît pas, mais qui, admettons un jour, se rapprochent, on serait amené à les connaître, on les suivrait de près, et on serait capable de déterminer, je dirais, 200 ans à l'avance, la probabilité de collision. Alors, la probabilité de collision, ce serait une probabilité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, même avec les moyens les plus poussés pour les détecter et préciser la trajectoire, on n'aurait que des probabilités. 200 ans à l'avance, c'est long, hein, c'est pour ça. Donc, admettons qu'on obtienne une probabilité, par exemple, de 1 chance sur 10, ce serait énorme, hein, évidemment, 1 chance sur 10. Oui. Si on a 200 ans d'avance, eh bien, on peut mettre des moyens en œuvre pour essayer de les dévier. Alors attention, si c'est 10 km de diamètre, c'est compliqué, on peut faire. Si c'est 100 km de diamètre, là, les masses en jeu sont tellement importantes que même 100 ans ou 200 ans à l'avance, sachant aussi que c'était pas toujours facile de s'approcher de l'astéroïde, et il faut attendre peut-être les bonnes configurations planétaires, eh bien, ce serait quand même très très compliqué de dévier. Malgré tout, d'un point de vue pragmatique, si jamais donc on avait cette probabilité-là qui serait avérée, et même au fur et à mesure que le temps passe, mettons, ça devient de plus en plus sûr, eh bien, quand on a 200 ans d'avance, même 100 ans, on va dire, eh bien, on peut envisager un voyage vers Mars ou la Lune pour, on va dire, on va s'établir là-bas, histoire d'avoir un backup. Donc, en fait, donc c'est ce qui est pratiquement, mais c'est important. Vous voyez, quand on discute de l'extinction, il faut dire, ok, d'accord, mais est-ce qu'on n'a aucune solution? Alors, même si on n'avait aucune solution, en tout cas, on pourrait essayer, hein, mais moi, je suis pas convaincu qu'on pourrait y arriver. Ça serait très très limite, en tout cas, pour dévier un truc de 100 un astéroïde de 100 km de diamètre, c'est énorme. Donc, on pourrait en tout cas essayer d'aller vers Mars, s'assurer qu'on aurait les moyens de faire survivre, enfin de survivre l'humanité et la vie de manière générale. Donc ça, c'est un premier point. On pourrait s'enterrer, hein. Évidemment, sur Terre, on pourrait s'enterrer dans des abris aussi profonds que possible, etc. Mais les conditions terrestres deviendraient quasiment invivables pendant des centaines d'années peut-être. Hein. Donc, c'est-à-dire en fait, d'abord trop chaud, plus de 100 degrés à la surface de la Terre, les océans commenceraient à bouillir. C'est vraiment des conditions, si vous voulez, terribles. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas le simple astéroïde de 10 km. Là, c'est juste bon, on peut s'enterrer et puis on finirait par s'en sortir en sortant 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Là, faudrait s'enterrer et rester 100 ans sous terre. Et même en sortant, on sera encore dans des conditions terribles. C'est pour ça que c'est quasiment, il y a des grandes chances qu'on pourrait ne pas survivre. C'est la première catégorie, ça. Il y a une deuxième catégorie d'astéroïdes. D'abord, il se pourrait, pourquoi pas, qu'il y en ait un qui vienne de loin, qui soit dévié par Jupiter. Oh, il est dévié, et puis hop, tout de suite, il est sur une trajectoire de collision. Alors là, bon, les probabilités sont très, très, très faibles, hein. Mais c'est possible. Mais la deuxième aussi possibilité, c'est la comète. La comète géante qui viendrait du nuage de Oort, typiquement. Et donc, enfin, à très longue période. Donc, très longue période, ça veut dire qu'en fait, elles ne viennent, par exemple, que tous les 10 000 ans aux alentours de la Terre. Alors, tous les 10 000 ans, évidemment, on n'a aucune donnée scientifique là-dessus. On les a jamais aperçues. Tous les 10 000 ans, il faudrait... Donc, et puis certaines ont 100 000 ans, hein, d'ailleurs, de période. Donc, en fait, c'est encore pire. Donc, ces comètes-là, si jamais on venait à les découvrir et si elles étaient sur une trajectoire de collision avec la Terre, et là, l'ordre de grandeur, c'est 5 ans avant l'impact. C'est-à-dire, on les détecte, 5 ans plus tard, il y a l'impact. Donc, et quand je dis ça, enfin, c'est vraiment en ayant fait attention dans le ciel, hein. C'est-à-dire, allez, même si on avait des détecteurs près de Neptune, je dirais, c'est-à-dire, on ferait encore bon, allez, mettons 10 ans. Allez, dans un cas extraordinaire, on arrive à faire 10 ans de détection à 10 ans avant l'impact. Et 10 ans, c'est rien. 10 ans, on peut pas se préparer. 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire des abris, hein, certes, mais on peut même pas aller sur Mars. Oui, je pense 10 ans, on peut essayer de peut-être envoyer une fusée, mais bon, c'est tout, avec 10 personnes à bord, mais on va pas faire une colonisation de Mars avec 10 ans. Si on a 100 ans, on peut faire des essais. Ah, on s'est trompé, on va une autre fusée, d'autres, bref, on peut faire des choses. Mais 10 ans, ça paraît, enfin, et même 5 ans, dans le cas général, évidemment, c'est encore pire. Donc, là, c'est vraiment, effectivement, le coup de l'extinction de l'humanité qui est quasiment assuré. Donc, si on avait ces comètes qui arriveraient, qui seraient détectées. Il y a eu une comète d'ailleurs, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on a découvert une comète géante qui s'est approchée, je crois, au niveau de Saturne. Bon, pas plus que ça, hein, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, on l'a découverte, justement, quand elle était peut-être à la hauteur d'Uranus ou un truc comme ça. En tout cas,
et en tout cas, il faisait 100 km de diamètre, ou en tout cas de cet ordre-là. Donc, c'est pour dire que ça existe. Hein. Il y en a un grand nombre qui existent, même d'ailleurs. Je crois même que j'avais essayé de les répertorier, parce que je me suis basé, évidemment, c'est pas moi qui ai fait ça, mais il y a eu des études sur le sujet, et selon certaines études, et en extrapolant ces études, je crois qu'il y en avait de l'ordre de 1000 ou un peu plus de 1000 qui existaient. Alors, qui existent, ça veut dire qui de temps en temps s'approchent de la Terre. Enfin, s'approchent de la Terre. Disons, viennent dans le système, enfin en deçà de Jupiter, si vous voulez, entre Jupiter et le Soleil. Donc, elles passent et elles repartent vers le nuage dehors. Mais donc, il y en a 1000 qui existeraient. Donc c'est bon. La probabilité qu'on en observe, c'est assez faible finalement. Enfin voilà, ça existe et les risques donc sont réels. Alors très faibles, hein, quand même très faibles. C'est de l'ordre de, c'est moins d'une chance sur enfin très faible. C'est-à-dire en fait, ça dépend à quel référentiel de temps. Mais je crois que c'était de l'ordre d'une chance sur 1 million qu'il y en ait une qui impacte la Terre dans les 10 millions prochaines années. Donc, je sais pas si je suis clair. Donc, une chance sur 1 million, oui, dans les millions d'années qui viennent. Donc, on sait pas. 1 chance sur 1 million, c'est déjà faible. Sur 10 millions d'années, ça fait encore une durée. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est pas nul. Hein. C'est pour dire que c'est pas nul. Ça existe, quoi. Donc, c'est. Pour estimer ces probabilités, on se réfère un petit peu aussi à l'historique géologique, j'imagine, de la Terre Oui, notamment la Lune aussi, hein, parce que alors sur Terre, on a beaucoup perdu les traces des impacts, parce que certaines ont atterri dans l'océan, certaines, enfin en tout cas à cause de l'érosion, on n'a plus de traces, surtout celles qui ont eu lieu il y a 500 millions d'années, des choses comme ça. Sur la Lune, on a beaucoup plus de traces. Alors il y a eu des gros impacts, de très gros impacts, mais surtout il y a 3 milliards d'années, quoi. Il y a 3 milliards d'années, c'était la formation, un peu la fin de la formation du système solaire. Là, il y a eu un très grand nombre d'impacts. Cela dit, il y a d'autres indices. Hein. Il y a vous savez, il y a des poussières d'étoiles en fait. Il y a des, comment on appelle ça d'ailleurs, j'ai oublié le nom des. Enfin, au mois de juillet, vous savez, il y a beaucoup de. Il n'y a pas des étoiles filantes? Oui, des étoiles filantes, mais il y a des nuées d'étoiles filantes, enfin beaucoup d'étoiles filantes qui apparaissent dans le ciel. Et bien, ce sont souvent des restes d'une énorme comète qui a fini par peut-être exploser, peut-être avec un impact avec un astéroïde, on ne sait pas. Il y en a une d'ailleurs. Hein, alors, je ne sais plus quelle est la comète exactement, mais je sais qu'il y a des étoiles filantes qui sont liées à une comète qui sans doute était très grosse. Et enfin, voilà, c'est pour dire qu'on a des indices un petit peu dans le système solaire de choses qui se sont passées. Il faut pas croire que qu'il y en a jamais eu. Et en tout cas, il y a parfois des choses qu'on observe. Ah, mais attention, ça c'était peut-être le reste un vestige finalement d'une énorme comète et qui a peut-être impacté. Et peut-être d'ailleurs un astéroïde. Hein, il y a des astéroïdes qui ont peut-être été détruits pratiquement par un impact cométaire. Voilà, donc ça arrive et bon, c'est pas facile de retrouver les morceaux, mais bon, les scientifiques sont très forts quand même. Ils arrivent à voir qu'il y a des ressemblances troublantes entre certaines catégories d'astéroïdes et certaines étoiles filantes, etc. Bref, ils arrivent à remonter le temps et à dire tiens, là, ils sont un énorme impact. Enfin bref, il y en a eu aussi Jupiter, hein, Shoemaker-Levy, on connaît la comète Shoemaker-Levy qui a explosé sur Jupiter. Il y a des comètes, donc bon, plus petites, hein, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est pas, on peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, on en voit souvent, même relativement à l'échelle géologique, donc ce risque existe. Ben voilà, on a atteint la fin de notre émission. Ben, merci encore beaucoup pour votre participation, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur ma mission habitée sur Mars, j'espère voir ça de mes propres yeux. Hein. Voilà, tout ce qui est donc les ressources, les articles que vous avez écrits, ils sont disponibles sur Internet. Alors, je peux vous envoyer, si vous voulez, les liens sur les 2 articles, oui. Sur 2 ou 3 articles, enfin comme vous voulez. Donc, enfin notamment celui sur l'extinction de l'humanité. Bon, je peux vous donner effectivement les références. Il y a un lien donc facile à trouver. Il y en a, enfin, je ne sais pas qui. Oui, j'imagine. Je sais pas si vous avez vu aussi les passés. J'ai écrit un article sur combien de personnes au minimum pour survivre sur Mars. Enfin, oui, c'est ça. C'est un gros article qui est paru sur Scientific Reports. Et j'étais arrivé à la conclusion que c'était 110. Enfin, en faisant un calcul, 110 personnes minimum. C'est-à-dire, en fait, si on voulait survivre sur Mars, donc il faudrait envoyer 110 personnes. Et puis, bon 110 personnes et l'infrastructure, enfin, ce qu'il faut pour survivre. Mais ça serait peut-être suffisant pour s'établir durablement et atteindre l'autonomie. Oui.
Alors c'est un chiffre très 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 faible. On m'a critiqué à ce sujet. Enfin, en tout cas, certains ont dit c'est quand même très faible. Mais enfin, les critiques que j'ai reçues n'étaient pas nécessairement fondées. Oui. C'est-à-dire en fait, moi j'ai essayé d'écrire mathématiquement. Enfin, j'ai essayé de trouver une solution analytique et de présenter les calculs. C'est-à-dire en fait, j'ai estimé qu'en fait on pouvait survivre en mode dégradé en particulier, parce que 110 personnes en survie sur Mars, c'est très faible, je le reconnais. Mais en mode dégradé, on peut survivre en mode dégradé, c'est-à-dire en fait, c'est la survie. J'ai voulu estimer le nombre minimum pour survivre, pas pour vivre de la manière impeccable. Vraiment en mode dégradé. Donc, par exemple, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de robot, on n'aurait vraiment pas grand-chose. On survit en mode dégradé, mais on est capable de survivre et de croître quand même malgré tout, et de rester vivant et d'atteindre un mode non dégradé quand même un jour, Oui. mais avec le temps, quoi. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai suggéré, enfin, dans mes calculs, me suggérait que c'était 110. Alors, c'est peut-être un peu optimiste selon certains, mais J'ai déjà vu ce chiffre pour calculer le minimum viable pour la population, notamment en étudiant un article d'un chercheur français à Strasbourg, Frédéric Marin, qui a étudié oui, je le cite justement dans mon article. Oui, je le connais un petit peu, effectivement. Alors lui, je crois que c'est 98, me semble-t-il, de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, son article est très intéressant parce qu'il remet en cause des études précédentes où les chiffres étaient très importants pour et dans son livre, lui, dans son article, c'est 98 de mémoire. quelque chose Je comme ça, prends en oui. compte parce que si ce nombre-là était inférieur au mien, si ce nombre était supérieur au mien, je serais obligé de prendre le sien. Parce que je Ah me oui. dis, si on peut pas survivre, si on peut pas... Donc, le sien est plus petit. Donc, ça veut dire que, moi, j'ai dit, non, c'est pas suffisant, il y a un point de vue encore, voilà. Donc, 110. Enfin, c'est sur Mars, sur Terre, au texte, ça serait beaucoup moins. Oui, oui. Il étudie les vaisseaux générationnels, donc c'est encore une autre catégorie de mission. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu tout comme moi, parce que j'ai vraiment apprécié cette conversation sur le futur de l'exploration de Mars et la planète rouge, les difficultés en route comme ça, c'est super intéressant. Et également, à la fin, un petit risque existentiel, un sujet qui m'est cher, et je pense que ça m'a pas rassuré. Mais en même temps, si, ça m'a quand même rassuré, étant donné qu'il y a une chance sur 1 million sur les 10 millions de prochaines années, ça va, c'est quand même assez petit. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je vous dis aussi, allez jeter un œil à tout ce qu'on a déjà fait avant. Et ben sinon, à la prochaine. Moi, c'était Gaëtan du collectif de Flair. Plusieurs podcasts sont prévus. Vous allez aimer ce qui suit. À plus.